Les objectifs de notre webinaire, ça va être de voir les fondamentaux de la laïcité. Alors, pour certains, vous serez déjà au fait sur ce qu'est la laïcité, mais au moins revenir sur les grandes lignes, quel est le concept, parce que c'est quand même un concept franco-français que l'on trouve nulle part ailleurs, avec la question des droits des personnes accompagnées, des patients et des professionnels qui sont aussi à leur contact. Et on verra que ce n'est pas les mêmes cas de figure et pas le même cadre juridique entre l'un et l'autre. Quelles sont les situations les plus délicates que l'on a rencontrées, les plus courantes, et aussi comment concilier cette liberté avec la liberté individuelle et les valeurs républicaines. Ainsi, je voulais juste vous parler du mot laïcité, ce que cela voulait dire, et les valeurs qui sont transmises par la laïcité. Quand on parle de laïcité, on parle d'une liberté de conscience, c'est-à-dire qu'on a le droit de croire, de ne pas croire, de manifester son culte ou non, et si l'on le fait dans l'espace public, il faut que ce soit dans le respect de l'ordre public, que ça ne cause pas de trouble à la population, à titre d'illustration. L'autre principe de la laïcité, et ça c'est le plus connu en général, c'est la séparation des églises et de l'État. Du moins c'était le terme originel dans la loi de 1905 qu'on verra ensemble. Mais en tout cas, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses en général. Donc comme quoi l'État ne doit pas se faire influencer par les religions. Autre principe encore, c'est le fait que tous, tous sont égaux devant la loi, quelles que soient leurs croyances et leurs convictions. Voilà, ça c'est les principes de la laïcité vus en France. Après, si on creuse un petit peu plus, si on va un peu plus loin, ça veut dire que la laïcité garantit à tous d'être croyants si l'on souhaite, ou de ne pas être croyant si l'on ne souhaite pas, ou de changer de religion, ou de ne pas en avoir. C'est vraiment très libre. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, la laïcité, c'est pas une opinion, c'est un concept qui a été appliqué à l'État à partir de 1905. Et alors, pourquoi en parler dans le milieu du soin? C'est vrai que la laïcité, ça s'applique dans tout le secteur public en général. Et pourquoi particulièrement dans le milieu hospitalier ou dans le domaine du soin? Pourquoi? Parce que plusieurs questions fondamentales se posent au travers de la laïcité dans le milieu du soin. La question de l'égalité d'accès aux soins, la question de la neutralité du service public, le respect des convictions personnelles et les demandes éventuellement des patients, mais tout en restant respectueux des valeurs républicaines. Comment aussi accompagner les équipes et favoriser l'apaisement parce que ça peut susciter éventuellement des tensions ou de l'incompréhension. On verra que la plupart du temps, en tout cas par expérience, les difficultés que l'on peut rencontrer dans les services, c'est surtout par méconnaissance du culte et pas par manque de tolérance. C'est plutôt parce que les cultes ou les particularités de certains courants sont méconnus et peuvent faire l'objet de maladresse de la part du personnel, par exemple. Et puis aussi, éviter le prosélytisme, le fait de vouloir convertir quelqu'un ou de l'influencer dans un contexte où les patients ou les personnes accompagnées sont en situation de vulnérabilité. C'est pour toutes ces raisons-là que la laïcité est un enjeu bien particulier dans le secteur du soin et on verra qu'il y a moult situations où cela peut se présenter. Alors, cette diapo-là peut quelque part vous effrayer, mais je vous assure que ce sera pas long. C'est les quelques textes en rapport avec la laïcité qu'il fallait que je vous présente. Alors, je souligne le travail formidable qui a été fait par Inès Stanojevic, qui est une juriste qui s'est spécialisée en graphisme et qui a représenté la hiérarchie des normes, c'est-à-dire le fait que les différents textes normatifs soient dépendants les uns les autres et doivent respecter une hiérarchie les uns par rapport aux autres. Vous pouvez la retrouver sur Internet sur ledroitenschema.com, son site Internet. Je me suis permise de prendre une de ces images, non seulement pour montrer son travail, et puis ça illustre bien notre propos ensemble aujourd'hui, parce qu'on a tout un arsenal juridique par rapport à la laïcité, et notamment en milieu de soins les grands classiques qui sont dans la Constitution, dans le bloc de constitutionnalité, c'est la Constitution du 4 octobre 58 qui pose le principe que la République est laïque et qu'elle ne fait pas distinction entre les citoyens selon leur origine ou leur religion. Ça, on le retrouve partout euh, dans tous les services publics. On a aussi un autre texte qui a été rattaché à la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui posait le principe que nul ne pouvait être inquiété
par rapport à ses croyances. Donc déjà, ces deux textes-là posent les jalons que on n'a pas le droit de discrimination et on n'a pas le droit de, de comment dire, de ne pas respecter le citoyen s'il a tel ou tel culte. Ça, on a déjà ce principe-là. Après, on a ensuite le droit européen, international, qui est venu apporter des éléments. Alors, ce qu'on appelle le bloc de conventionnalité. Et je me suis intéressée tout particulièrement pour vous présenter l'essentiel à la Convention européenne des droits de l'homme, à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui pose le principe que toute personne a cette liberté de conscience, de religion, s'il le souhaite ou non d'ailleurs, de manifester son culte en public, dans la sphère privée, mais pareil, tout en respectant l'ordre public. Ce principe-là revient aussi dans les textes européens. Et le plus intéressant encore, c'est en droit interne. C'est-à-dire, nous, en droit français, la loi la plus connue, c'est la loi de 1905 des séparations des églises et de l'État, qui avait été faite sous Aristide Briand, justement au début du XXe. Et cette loi, à l'époque, ne parlait que des églises et de l'État, elle n'avait pas encore connaissance de tous les cultes qu'on peut avoir aujourd'hui sur le territoire. Et dans le domaine du secteur public et particulièrement du milieu hospitalier, on va rattacher à cela aussi la loi de 83 sur les droits et obligations du fonctionnaire, qui a été complétée ensuite par la loi du 20 avril 2016 sur la déontologie du fonctionnaire. Donc, que ce soit la loi de 1905 ou encore 83-2016, qui aujourd'hui sont dans le Code général de la fonction publique, on trouve le principe que tous les agents publics, contractuels ou titulaires, doivent faire preuve de dignité, impartialité, probité et s'abstenir de toute discrimination entre les usagers. C'est quelque chose qui est assez commun. Tout ce que je vous montre là, c'est tous les services publics qui doivent suivre ces règles-là. Par contre, en ce qui concerne le soin, on a quelques textes qui interviennent. On a la circulaire qui a mis en place la charte de laïcité en 2005, qui est propre aux services publics et qui doit être affichée dans tous les services publics, dont le milieu hospitalier. Bon, à regret, on a dans les statistiques qu'une vingtaine d'établissements qui l'affichent en termes de pourcentage. Et ce qui est regrettable parce que c'est peu connu du grand public. Et on a aussi une autre circulaire de 2017 qui posait le principe que les fonctionnaires, tous services confondus encore, ne devaient marquer aucune préférence à l'égard de telle ou telle conviction, pas de discrimination entre les usagers. Donc voilà, on a tout un arsenal qui montre bien que tous les agents publics doivent respecter les religions des usagers et ne doivent, eux, ne pas mettre en avant un culte plus qu'un autre, puisque l'État doit être neutre et laïque. Voilà ce que je voulais vous présenter sur les textes pour faire un petit rappel. Mais maintenant, on va resserrer notre étau sur, on va dire, moi j'appelle ça la méthode en silo en entonnoir. On va parler plus précisément du secteur public de la santé. Alors, dans le secteur public de la santé, au tout début, il n'y avait pas de texte spécifique. C'est vraiment la loi de l'Église et de l'État qui s'appliquait, avec le principe que la République assurait la liberté de conscience de chacun, le libre exercice des cultes, et qu'en plus, la République ne reconnaissait, ne salariait, ne subventionnait aucun culte. C'était mis en 1905, il y avait une particularité qui est encore restée aujourd'hui, c'est le régime Alsace-Moselle, dans l'est de la France. Mais en soi, sur tout le reste du territoire, on avait ce principe qui était généralisé sur tout le territoire. Je n'aurai pas le temps de développer ici, mais on a aussi quelques particularités pour certains territoires ultramarins, notamment la Réunion. Mais vous voyez que, à titre d'illustration, tous les services publics doivent ainsi être neutres vis-à-vis des religions. Cependant, par rapport à notre milieu de soins, il y a eu une exception dans l'article 2, justement, de la loi de 1905. Pourront toutefois être inscrites au budget des établissements les dépenses relatives aux services d'aumônerie destinés à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que, alors j'ai mis en couleur pour que ça saute plus facilement aux yeux, les lycées, les collèges, les écoles, les hospices, c'est l'ancien terme du milieu hospitalier. Hospice qui veut dire accueillir d'ailleurs, on n'était pas sur une notion de soigner, mais d'accueillir les autres, les asiles et les prisons. Donc ça veut dire que dans tous ces établissements-là qui relèvent du service public, on doit avoir une présence religieuse incarnée par des aumôniers. Donc là, on a une exception parce qu'en plus, les aumôniers sont salariés des établissements.
Donc on commence à arriver sur le milieu hospitalier par le biais de ce texte. Ensuite, pour aller un peu plus loin, je voulais vous présenter justement une petite activité. Ce que je vous propose ici, si vous le souhaitez, alors je vais vous montrer plus en détail avec des instructions, c'est une question sur les entorses à la laïcité les plus recensées et selon vous, votre avis, qu'est-ce que vous considérez comme les plus présentes dans le milieu de soins? Donc justement, ce que je vous propose ici, voilà, je vous mets un QR code. Avec votre téléphone, vous pouvez scanner le QR code et l'activité va apparaître. Comme ça, vous allez pouvoir donner votre avis. Je vous dirai après la réponse. Mais au moins, donnez-moi ce que vous en pensez. Je suis en train d'essayer en même temps de mon côté, voir si ça fonctionne bien. Si l'activité fonctionne, pour être sûr. Ça fonctionne bien. Vous pouvez y aller. Ce que je vais faire On aussi a le droit pour de ceux choisir qui... plusieurs réponses, Anne-Sophie, On s'il peut vous plaît. choisir plusieurs réponses. Et ce que je vais faire pour ceux qui n'ont pas envie de faire ça avec le téléphone, je mets le lien aussi sur le chat. Comme ça, ils vont pouvoir participer de l'ordinateur. Si jamais on vous demande un code, le code est affiché à droite, c'est le code réseau, justement. Suspense intense. J'aimerais bien savoir vos réponses maintenant, je suis curieuse. Je suis même impatiente. Ah, ça y est, ça commence à venir vos réponses. Alors, sur les quelques qui ont commencé à participer, vous me parlez du refus de soins par les patients, le port de signes religieux par le personnel, discrimination envers les patients. C'est ce que vous mettez en avant. Eh bien, ah, ça change un peu là. C'est ça que j'aime bien quand ça bouge. Prosélytisme, ok. Donc, on rappelle bien, prosélytisme, c'est le fait de vouloir influencer ou convertir quelqu'un à sa conviction, notamment religieuse. Alors, qu'est-ce qui bouge encore un petit peu? Donc, refus de soins, ça augmente. Port de signes religieux par le personnel, discrimination. Oh, je ne vais pas vous laisser dans l'attente trop longtemps. Effectivement, vous avez raison, hein. Les entorses les plus recensées d'après les derniers rapports qui sont sortis, notamment celui de Patrick Pelou en 2022, sur la radicalisation à l'hôpital, c'était une mission qu'il avait reçue par Olivier Véran. Eh bien, refus de soins par les patients, c'est ce qui ressortait le plus. Le port de signes religieux ostentatoire, je précise, signe discret, mais vraiment très visible par le personnel, c'est ce qui ressortait le plus. Et le prosélytisme. La radicalisation et discrimination, ça ressortait assez peu. On regarde dans les déclarations de radicalisation, notamment sur 2023, on avait quelques dizaines de cas de radicalisation sur le fait d'avoir 1 million de personnes à fonction publique hospitalière. Donc, c'est pas un comportement qui est représentatif de ce que l'on peut le plus rencontrer. Mais effectivement, refus de soins, port de signe, c'est ce que l'on retrouve le plus. Et justement, c'est sur ça qu'on va développer notre propos par la suite. Donc, si vous êtes partant, je vous montre la suite sur le cadre juridique propre au personnel dans un premier temps et dans un second temps par rapport aux patients. Je vais scinder en deux parties et Est-ce on va tout de qu'Anne-Sophie, suite. Dites-moi. excusez-moi de vous couper, parce que Ah bah non, non, du tout, au j'ai une contraire. question dans le chat et Mhm. je pense que ça peut être bien si on l'aborde maintenant. C'est une question de Marc qui demande Allons-y. si l'obligation d'offrir un service d'aumônerie aux patients vaut aussi pour les établissements de santé privés. Tous, tous, là-dessus, les textes sont assez clairs. Il faut que ce soit écrit dans le livret d'accueil à qui on peut se référer pour avoir un ministre du culte. Donc, non, non, c'est tout sauf bête la question de Marc. Merci Marc. Parce que ça, c'est rappelé dans la charte du patient hospitalisé. Et donc, comme elle est applicable autant dans le privé que dans le public, eh bien, ça l'est tout autant dans les deux secteurs, d'avoir au moins un contact dans le livret d'accueil à lequel se référer pour pouvoir avoir un ministre du culte. Après, l'établissement peut ne pas avoir un ministre du culte disponible là comme ça tout de suite, mais il peut en tout cas
avoir un correspondant qui va chercher un ministre le plus proche géographiquement. Donc merci Ahmad pour la question. Super. Je commence ainsi le premier point sur les obligations des agents publics en milieu hospitalier et médico-social. Alors, ce sera en milieu hospitalier qu'on aura le plus d'exemples de jurisprudence. En médico-social, pour le moment, on en a très très peu, mais j'ai voulu étendre aux deux champs selon les publics que vous pouvez être amené à rencontrer. Après, dans un second temps, on fera pour les usagers. Ce qui revient le plus souvent pour le personnel, c'est la question de la neutralité. Parce qu'à partir du moment où vous êtes agent public, que l'on soit titulaire ou contractuel, vous représentez l'État, donc vous représentez le fait qu'il soit neutre, qu'il ne mette pas en avant une religion plus qu'une autre. Ça veut donc dire respecter une tenue vestimentaire professionnelle, pas de signes religieux apparents. Aussi avoir une neutralité dans l'expression verbale, dans aussi son comportement déontologique, alors que ce soit la déontologie du fonctionnaire ou du professionnel de santé et aussi s'abstenir de tout prosélytisme. Ça, c'est les principes les plus courants. On va quand même s'attacher à certains points que je vais vous présenter au fur et à mesure, des cas qui se sont réellement présentés, comme à titre d'illustration, et pour commencer, l'interdiction de toute discrimination sur l'accès aux fonctions et au déroulement de la carrière. Là, j'ai pris une décision de justice de 2000, sur le fait qu'une personne, lors d'un concours, on lui avait demandé ses convictions personnelles et si elle comptait les exprimer pendant son activité professionnelle, si elle était admise au concours. Donc le concours a été annulé pour ces questions-là. Comme quoi, c'est une question qui, euh, qui n'a pas lieu, qui ne devrait pas être posée et qui ne doit surtout pas être le fondement d'un recrutement ou d'une discrimination au cours de la carrière. Donc ça vous montre bien le principe d'égalité devant tous, devant l'accès au concours. Autre situation que l'on peut rencontrer, c'est la question des aménagements et temps de travail. Est-ce que l'on doit accorder des temps de pause? Est-ce que l'on doit accorder des jours en particulier selon les cultes pour des motifs religieux? Alors, on a ça communément pour certaines fêtes au cours de l'année. Le plus courant, ça va être les fêtes de fin d'année, hein, quand même, avec notamment Noël. Mais ça peut être pour n'importe quelle fête, à n'importe quelle date du calendrier. Et ça, justement, la jurisprudence et les textes ont posé les choses de façon très claire il y a quelques années. Je vais vous montrer plus en détail. Oui, on peut mettre des aménagements du temps de travail pour motifs religieux, mais il ne faut pas que ça dysfonctionne le service public. C'est-à-dire que le fonctionnement du service public doit être garanti avec un minimum de personnel pour pouvoir justement assurer les soins aux usagers. Donc ça, c'était une décision de 2004 avec le fait qu'on avait refusé une autorisation d'absence à un membre du personnel pour des raisons de service. Et ça avait été validé par les juges. Et aussi, en 2012, les pouvoirs publics sont venus rajouter une circulaire disant que on pouvait effectivement mettre en place des autorisations d'absence pour des fêtes religieuses. Cependant, toujours la condition sine qua non, il faut que ça ne génère pas de dysfonctionnement dans le service public et que ce soit compatible avec les besoins du service. En fin de compte, on a fait là un texte pour les motifs religieux, mais ça vaut pour tout motif en général. Toute absence nécessite que le service puisse se dérouler sans interruption. Petit cas pratique que je vous propose, qui a pu se rencontrer sur le terrain. Un chirurgien, là plus précisément une femme chirurgien, sur un CHU, centre hospitalier universitaire, qui porte un foulard lorsqu'elle procède aux visites post-opératoires de ses patients. Est-ce que c'est possible? Alors, j'aurais pu vous le mettre en activité, mais j'avais fait un autre choix tout à l'heure. Et c'est des choses que l'on peut rencontrer sur le terrain. Et justement, quelle est la réponse sur ce sujet? Par rapport à ce qu'on a dit auparavant, techniquement non. Si on parle de neutralité, c'est-à-dire aussi dans son aspect extérieur, ça veut dire pas de foulard. Pour autant, comment aborder la chose aussi avec le professionnel pour que ça passe le plus facilement possible pour rappeler le cadre. Parce que le simple fait de dire non, il ne faut pas, c'est pas suffisant. Il faut pouvoir aborder la chose de manière le plus diplomate possible. Du moins, ça fait partie des recommandations. Et justement, je vous le montrerai dans un second temps. Ce que je voulais quand même rappeler auparavant, c'est le fait que la neutralité, donc, elle est obligatoire pour tous les agents publics en établissement public.
Ça, il y a presque plus de sujet avec ce qu'on a abordé il y a quelques minutes. Mais pour autant, il y a une extension aux salariés du privé qui participent à une mission de service public. Ça rejoint la question de Marc tout à l'heure par rapport aux cliniques privées, par exemple. Ça veut donc dire que autant un hôpital public ou une clinique qui reçoit une mission de service public par l'Agence régionale de santé a les mêmes obligations qu'un hôpital public, c'est-à-dire ne pas marquer de préférence, ne pas avoir un comportement discriminatoire vis-à-vis d'un patient ou à l'égard des autres membres du personnel. Et une jurisprudence importante en 2014 qui avait illustré cette situation, c'était l'affaire Babylou. C'était sur une salariée qui avait le souhait de porter un foulard dans son activité en crèche. C'était une crèche privée, mais comme elle avait une mission de service public, alors il y a eu quand même, je vous ai évité tout le feuilleton judiciaire qui a duré plusieurs années avec des revirements de jurisprudence, mais ça s'est terminé finalement que s'il y avait une mission de service public, c'est-à-dire le personnel devait avoir les mêmes valeurs que les agents publics. Donc ça montre bien qu'il peut y avoir une extension. Alors dans le secteur hospitalier, d'autant plus depuis 2016, depuis la loi du 26 janvier 2016, où tout le secteur privé a l'obligation de, d'avoir les mêmes principes que le service public s'il reçoit une mission. On a encore les étudiants. C'est une problématique qu'on me pose très souvent en formation quand j'interviens dans les établissements. Là-dessus, on a un texte de 2018 qui est assez clair aussi. Quand ils sont à la fac ou à l'école, en IFSI par exemple pour les infirmiers, mais je peux dire IFAS ou autre type de professionnels, ils peuvent à l'école avoir les signes religieux, parce que là, on est sur le cadre de l'enseignement supérieur, tandis que en stage, s'ils sont en établissement public ou en établissement privé qui a une délégation de mission de service public, eh bien, ils sont assimilés des agents du service public, ils ne doivent pas arborer un signe. Donc, ça me nécessite, quand on accueille les étudiants, stagiaires, de parfois rappeler les règles au début du stage. Alors, je parle de la laïcité là parce que c'est notre sujet, mais il est quand même opportun de faire un entretien avec l'encadrement sur les règles à suivre pendant le stage tout court. Il y a même des établissements qui font des livrets d'accueil et des chartes de bonne conduite pour les stagiaires. Donc, ça peut en faire partie. Autre obligation pour le personnel, c'est l'interdiction du prosélytisme. Alors là-dessus, on l'avait déjà évoqué il y a quelques minutes. Le fait de ne pas vouloir rallier à sa croyance des personnes présentes dans l'établissement, que ce soit des membres du personnel, patients, bénévoles, etc. Ça peut être involontaire, mais ça montre bien que la conception du prosélytisme est large. Alors, on a pas mal d'exemples en jurisprudence ou de sanctions disciplinaires qui nous montrent des professionnels qui veulent influencer d'autres professionnels ou des patients pour se rallier à une croyance ou pour suivre certains comportements. Je pense à l'exemple c'est un brancardier, si j'ai bonne mémoire, qui reprochait à une de ses collègues infirmières de ne pas être une bonne croyante parce qu'elle ne faisait pas certains actes ou certains rituels et il lui mettait une grosse pression. Donc ça a donné lieu à une sanction disciplinaire de la part de la hiérarchie, parce que ça n'avait pas sa place au sein de l'établissement, évidemment. Ça peut même être perçu comme du harcèlement, hein, donc ça peut aller assez loin. On avait eu le cas aussi d'un autre membre du personnel qui refusait de serrer la main aux femmes pour des questions religieuses. Donc ça, il ne faut pas non plus que ça porte atteinte à la question aussi de l'obéissance au supérieur hiérarchique ou encore aller jusqu'à la subordination. Si je résume quelque peu ce que je viens de vous dire, pour vous faciliter les choses, parce que j'ai conscience que je vous donne beaucoup d'informations, sur la neutralité des agents, ce qui est attendu, c'est d'avoir une tenue vestimentaire adaptée professionnelle, sans signe à caractère religieux. Alors on pose souvent la question de oui, mais si j'ai une chaîne avec une croix, une étoile de David, une main de Fatma, etc., ça peut être toléré dans les établissements, même si normalement ça ne devrait pas être porté du tout, mais si c'est le cas, il faudrait que ce soit mis sous le vêtement, que ce soit pas visible. Dans ces cas-là, ça reste relativement toléré tant que ça ne se voit pas. Mais des signes qui se voient, ça par contre, c'est proscrit. Pas de bijoux donc. De toute façon, dans les soins, pour des questions d'hygiène, les bijoux ne devraient pas être portés. Et ça, c'est vrai que c'est une rengaine qui revient très souvent de la part des professionnels de l'hygiène ou encore de la qualité sur le fait qu'on peut avoir des infections nosocomiales avec le port de bijoux. Pas de comportement professionnel non plus
qui pourrait porter atteinte à la laïcité, pas de parole non plus qui pourrait aller dans ce sens, donc pas de référence aux convictions personnelles. J'ai voulu vous résumer ça sur une diapo. J'avais envie de vous parler d'un cas tout particulier qui m'avait beaucoup intéressé il y a quelques années. Ça a été un feuilleton judiciaire aussi, c'est l'affaire de la barbe. L'affaire de la barbe, qu'est-ce que c'est? C'était un chirurgien stagiaire égyptien qui portait une barbe relativement imposante dans son stage. Et sa hiérarchie lui avait demandé de la couper parce qu'il considérait que c'était un signe religieux. Alors, le chirurgien n'avait pas nié du tout que lui était lui-même musulman dans cette situation-là. Mais par contre, le rapport de l'établissement montrait bien qu'il ne faisait preuve d'aucun prosélytisme, qu'il ne parlait pas du tout de sa confession, ni à ses collègues, ni en soins, en service, rien. Il y a une sanction disciplinaire avec une rupture de contrat du chirurgien, ce qui était stagiaire à l'époque, donc une rupture de son contrat. Et les juges avaient validé, c'est monté jusqu'en cour administrative d'appel, la cour de Versailles qui justement avait validé que c'était considéré comme un signe religieux. Cependant, en 2020, le Conseil d'État a censuré cette décision en disant que non, la barbe à elle seule ne constituait pas un signe de manifestation ostentatoire, dès lors qu'il n'y avait pas accompagné de ce port de barbe un comportement prosélyte. Et d'ailleurs, le défenseur des droits est intervenu aussi sur cette situation, alors qui lui ne peut pas poser de sanctions, mais en tout cas peut donner un avis, une analyse, en disant que ça pouvait revêtir comment dire, la qualification de discrimination. C'est pour ça qu'il valait mieux à ce moment-là partir sur des questions d'hygiène, de sécurité et d'obligations professionnelles. Et c'est vrai que cette décision m'a toujours interpellée parce qu'il aurait été plus simple finalement de dire pour des questions d'hygiène, notamment avec le port d'un masque, d'autant plus chirurgien, de couper que la barbe ne dépasse pas du masque. Mais ce n'était pas du tout le postulat choisi par l'établissement. Mais ça montre bien jusqu'où peut aller l'interprétation de l'apparence physique par rapport à la religion. Et moi, ça me pose une question qui n'est pas encore été étudiée en jurisprudence, qui n'est pas non plus abordée dans un texte, du moins dans le milieu hospitalier, c'est la question du tatouage. La question du tatouage pourrait être aussi un vrai sujet, surtout dans le domaine du soin où il faut avoir les bras nus avec des manches courtes. On peut avoir, on voit moult professionnels avec des tatouages visibles et la question d'un signe religieux pourra apparaître. Autant dans les forces de l'ordre, notamment chez les policiers, ils ont eu un texte comme quoi ils avaient le droit d'avoir des tatouages visibles dès lors qu'il n'y avait pas de manifestation politique ou religieuse, mais on n'a pas eu ça dans le domaine hospitalier. Voilà, je trouvais ce cas intéressant, pour ça que je voulais vous le présenter et ça peut susciter aussi des discussions après. Toujours du côté établissement et personnel, un professionnel que l'on connaît assez peu, c'est l'aumônier. L'aumônier, comme on l'évoquait tout à l'heure, il est salarié de l'établissement. Il fait l'objet d'une charte avec recommandations, droits et obligations depuis 2001. Elle a été mise à jour en 2024 en intégrant la lutte contre la radicalisation religieuse. Et son rôle principal, c'est de représenter le culte, un culte en particulier pour lequel les autorités religieuses l'auront choisi, et aussi de porter assistance aux patients, aux équipes s'ils le souhaitent. Ça, on le sait assez peu, mais il peut apporter un soutien spirituel également. Et il peut être d'une grande aide dans les services si jamais il y a une situation de blocage, d'incompréhension ou encore de besoin de comprendre le culte pour pouvoir s'adapter et avoir une approche personnalisée. J'ai déjà vu des situations où justement les équipes comprenaient mal, avaient du mal à s'accorder aux besoins du patient et l'aumônier justement est venu dénouer un petit peu la situation et apaiser. Donc c'est un bon partenaire et on y pense malheureusement assez peu. Deuxième acteur récent, c'est le référent laïcité. Le référent laïcité, lui, est issu de la loi de 2021 concrètement mise en œuvre à partir de décembre 2021 par décret, qui doit justement être nommé dans tous les établissements publics. Alors actuellement, quand on regarde les chiffres, on est moins de la moitié des établissements qui ont un référent laïcité. Il y a encore
encore du chemin à faire de ce côté-là pour faire étendre cet outil-là. Dans la fonction publique hospitalière, à titre d'illustration, il est désigné par le directeur d'établissement, souvent quelqu'un de la structure d'ailleurs, et il a trois missions. Celle de conseiller dans des situations qui pourraient être problématiques pour aider à justement euh, dénouer une situation en service de soins, par exemple, que ce soit vis-à-vis du personnel ou des patients, ou encore sensibiliser, former éventuellement le personnel sur la question de la laïcité. Surtout que la loi de 2021 a demandé à ce que tout le personnel hospitalier et toutes les fonctions publiques d'État et territoriales soient formés à la laïcité. Et aussi, il a pour mission d'organiser une journée de sensibilisation à la laïcité. Et en général, c'est le 9 décembre en rapport avec la loi 1905. Donc voilà, je voulais mettre l'accent sur ces deux acteurs-là qui sont malheureusement trop peu connus. Autre thématique, toujours à l'échelle d'un établissement, c'est la neutralité des bâtiments publics. Puisque on parle d'un établissement public, hospitalier ou médico-social, on a ainsi des bâtiments relativement anciens ou récents qui peuvent être construits ou être construits avant 1905. Et vous pouvez me dire, bah oui, mais Anne-Sophie, il y a des hôpitaux, c'est des anciens hospices qui étaient gérés par des congrégations religieuses, donc il y a des signes religieux. Oui, et ça, la loi de 1905 l'avait prévu. Si vous êtes dans un hôpital, je pense à un en particulier, deux en tête. Un, c'est Mortagne-au-Perche dans l'Orne, ou encore Château-Gontier en Mayenne. Après, il y en a pléthore des établissements, mais c'est ceux que j'ai connus qui avaient un cloître au milieu de l'établissement. Eh bien, c'est des établissements qui ont été construits avant 1905 et ils ont un caractère historique. Donc, c'est accepté de garder ces bâtiments avec une connotation religieuse. Ça pose pas de difficulté. Par contre, pour tous les bâtiments créés après 1905, ils doivent avoir une neutralité. Et la question se pose très souvent sur la question des crèches, notamment à la période de fin d'année à Noël. Si on est sur un principe de neutralité, ça veut donc dire éventuellement le sapin, il est accepté par les juges parce qu'il a plus un caractère familial de fête de famille qu'un caractère religieux. Puis historiquement, on avait lors des fêtes païennes des arbres décorés avant même la christianisation. Donc, neutralité oblige, pas de crèche. En jurisprudence, on n'a pas eu de cas en établissement, mais par contre, on l'a beaucoup vu dans des collectivités comme des mairies, conseils départemental ou conseils régional. Ça, c'est pas mal vu. Et les juges là-dessus ont été unanimes. C'est possible de mettre une crèche, mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait un caractère festif autour. Par exemple, vous avez un marché de Noël et on installe à l'occasion de ce marché de Noël une crèche, quoi. Mais pas de façon détachée des événements festifs locaux organisés. Ça par contre, c'est pas accepté. Parce qu'on pourrait y voir la reconnaissance d'un culte ou une préférence religieuse. Ça a été le cas notamment sur la mairie de Béziers et sur le conseil départemental d'Auvergne-Rhône-Alpes, à titre d'illustration. Donc en tout cas, milieu hospitalier, pas de crèche. Alors ça se voit parfois, mais s'il contrôle ou s'il y a manifestation de la part d'un usager sur le fait que ce soit une intention de laïcité, ils auront pleinement raison. Ils auront pleinement raison. Donc en général, je repense à la crèche, en général, on la met dans le lieu de culte. S'il y a une chapelle ou un lieu multiculturel, en général, on la crèche, on la met là, ou dans le lieu de l'aumônerie. C'est ce qui est communément fait. Un des autres points que je voulais aborder avec vous, c'est une situation qui a fait écho là en plus avec le projet de loi de vie, c'est la question de la clause de conscience. Quand on parle de clause de conscience, ça concerne un métier, en l'occurrence le métier de médecin pour l'exercer. La clause de conscience des médecins, c'est le fait qu'ils puissent refuser de procéder à un acte si c'est contraire à leurs convictions religieuses. L'exemple le plus courant, c'est l'interruption volontaire de grossesse. Les praticiens ont la liberté de dire je ne fais pas cet acte-là. Et là-dessus, il n'y a pas de sujet, hein. La loi de Simone Veil de 75 le prévoit, hein. Par contre, il y a des devoirs vis-à-vis du médecin qui refuse de faire le soin. Il faut qu'il assure la continuité des soins, c'est-à-dire d'orienter vers un autre praticien ou un établissement qui, lui, le fait.
et s'il y a une urgence vitale, de devoir intervenir pour sauver la patiente qui serait en difficulté. Mais en soi, un refus net et précis ne suffira pas. Il faudra aller plus loin, d'accompagner la patiente vers un professionnel qui le réalise. La question s'était posée à l'époque pour les pharmaciens, notamment pour la question de, de la délivrance de pilules abortives ou encore de contraception d'urgence. Et ça n'a pas été accordé pour les pharmaciens. Ils n'ont pas cette clause de conscience-là. Et sur le projet de loi fin de vie qui a été voté là à l'Assemblée nationale, mais qui reste encore à être voté au Parlement, pardon, à l'autre chambre du Parlement, c'est-à-dire au Sénat, pour l'instant, donc elle est pas validée complètement, parce que le Sénat peut encore y toucher. On n'a pas encore fini le processus législatif. Eh bien, la clause de conscience est inscrite aussi dans le texte, que les médecins, et ils ont même étendu aux professionnels paramédicaux, puissent refuser de procéder à une euthanasie ou un suicide d'assister. Par contre, les pharmaciens, non, n'ont pas été concernés comme l'IVG. Après, ça fait toujours l'objet de débats. Et c'est vrai que dans le débat sur ce projet de loi, ça paraissait important de mettre cette clause de conscience parce que, notamment, le Conseil de l'ordre des médecins n'est pas favorable à ces pratiques-là. Et ils ont laissé une ouverture, ils ont donné leur avis au moment des conventions citoyennes de l'avis du Comité consultatif national d'éthique, comme quoi il fallait laisser la liberté aux professionnels de choisir si procéder à cet acte-là ou ce qui est prévu actuellement dans le texte. Ça faisait partie des points particuliers que je voulais vous présenter par rapport aux obligations des professionnels. Si je conclus notre premier point sur les obligations des professionnels, si on résume, les professionnels du secteur public dans la santé doivent respecter la liberté de conscience de chacun, les croyances de chacun, que ce soit leurs collègues ou comment dire, les patients qu'ils auraient accompagnés. Ils doivent respecter ainsi les croyances, avoir une approche personnalisée le plus possible pour les usagers, pour pouvoir avoir une prise en soin qui serait la plus respectueuse des cultes possibles. Après, dans les limites d'hygiène, sécurité, respect de l'ordre public, hein. Ça reste une obligation. Et aussi, il ne faut pas que ça aboutisse à un dysfonctionnement du service public. Ça reste aussi un impératif. Et certains établissements font même signer de laïcité. Pourquoi pas? Je l'avais évoqué rapidement tout à l'heure, les étudiants, mais ça peut être pour tout nouvel arrivant dans l'établissement, pour rappeler les devoirs de chacun. Voici la première partie que je voulais vous présenter, pour être le plus exhaustif possible dans le délai imparti. Est-ce que ça a suscité des réactions de votre côté, Émilie? Est-ce qu'il y avait Euh, des questions ou remarques? alors, il y a une question qui vient d'arriver de la part de Marc, mais je pense que ça anticipe un peu la prochaine partie parce que c'est sur les patients. À savoir, vous me dites, Sophie, mais c'est à savoir est-ce que les patients peuvent disposer des objets religieux dans leur chambre? Peut-être que vous allez le voir dans dans la prochaine partie. Suspense, je vais répondre Voilà, après. petit teaser. Oui, mais ce ne sera pas Oui, surprenant. il y avait des réactions, mais alors vous avez répondu également à une question qui avait été posée par Marc. Mais pareil, en amont de l'intervention, de votre intervention, à savoir, est-ce que, au-delà des salariés stagiaires, l'obligation de neutralité s'applique aussi aux bénévoles collaborateurs occasionnels du service public qui peuvent être amenés à intervenir régulièrement dans les établissements de santé, mais vous l'avez abordé, me semble-t-il, avec C'est une excellente question. Alors, les bénévoles en eux-mêmes, s'ils représentent un courant religieux, peuvent porter les signes religieux de leur choix parce qu'ils sont bénévoles, ils ne sont pas salariés, ils ne sont pas employés, donc ils n'ont pas pas les mêmes règles que les agents publics. Cependant, notamment s'ils interviennent dans le cadre associatif, l'association par laquelle ils interviennent signe une charte de bonne conduite et de confidentialité aussi avec l'établissement. Et même s'ils peuvent porter le signe religieux de leur choix, parce qu'ils représentent un culte en soutien souvent avec l'aumônier, pour autant, ils ne doivent pas aller au-delà de leur rôle. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'aller visiter des chambres où ils n'ont pas été appelés, demandés pour une présence spirituelle. Donc, parce que ça pourrait être vu comme du prosélytisme aussi. Donc, comme collaborateur occasionnel du service public, le bénévole a quand même des obligations
non pas en tout cas de neutralité sur son apparence, mais de respect de la neutralité et de ne pas s'immiscer dans l'espace privatif des patients. Donc, si, c'est un très très bon sujet qu'a demandé Marc. Ouais. Merci Anne-Sophie. Et Marc vous remercie également. Et il y a eu une réaction concernant l'affaire Babylou que vous avez abordée, où Marjorie indiquait que selon elle, l'affaire Babylou n'était pas en lien avec une mission de service public. Je ne sais pas si vous voulez du coup réagir à ce commentaire. Après, cette affaire-là, justement, évoqué cette question-là, mais par la suite, par d'autres jurisprudences, il a été admis que s'il y avait une mission de service public, à ce moment-là, il fallait pas avoir de signes religieux comme dans le privé. Ce cas-là était bien particulier, Babylou, effectivement, mais en tout cas, ça a été le début d'une série de jurisprudences sur d'autres situations où il y avait une véritable délégation de service public. Et Monsieur Bachet, pardon, de l'adresse Grand Est indique que désormais c'est la loi de 2021, mais il me semble que vous l'aviez indiqué Celle de août dans la 2021, présentation. oui. Oui, 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 vous l'aviez indiqué La loi de également dans 2021, l'intervention. elle a entériné le fait que si on avait une mission de service public, on ne pouvait pas mettre en avant un signe religieux. Et aussi, c'était pas trop le sujet du webinaire, mais aussi qu'il y a un contrat d'engagement républicain pour les associations qui reçoivent des subventions par les pouvoirs publics, par exemple. Oui, C'était tout pour le chat, Anne-Sophie, pour le d'accord. moment, me semble-t-il. Non, mais c'est bien, ça complète ce qu'on évoquait déjà de prime abord. Oui, d'accord. Bon, voilà pour la première partie sur les professionnels et leurs obligations. Maintenant, l'autre versant que je propose d'aborder ensemble, c'est sur la question de la liberté religieuse, comment le culte, la croyance peut se manifester en milieu de soins par les personnes que l'on accompagne. Alors, j'ai une autre activité à vous proposer, une question concrète. Vous avez une patiente qui refuse de retirer un foulard qui couvre sa tête, ses cheveux, son cou, alors qu'il y a un examen dentaire qui nécessite de regarder la zone du cou pour des raisons médicales. Qu'est-ce que l'on peut faire en tant que professionnel? Donc, je vous partage le QR code et vous me dites ce que vous en pensez. Pareil, je vais remettre. Je crois que le lien fonctionne toujours, mais je vais le remettre au cas où dans le chat. Alors, on a commencé à avoir quelques réponses. Vous avez commencé à répondre un peu. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Première proposition, c'était je respecte son choix, je réalise l'examen avec le foulard. Deuxième proposition, je lui explique les raisons médicales. Si elle refuse, je ne fais pas l'examen. Deuxième proposition, j'appelle un supérieur hiérarchique pour régler la situation. Dernière proposition, je lui impose de retirer son foulard. Bon, je suis pas très étonnée sur le fait que personne n'ait pris la dernière et c'est heureux de ne pas avoir choisi la dernière réponse. Effectivement, ce qui est effectivement conseillé dans ces cas-là, c'est d'expliquer les raisons de l'examen, mais surtout de ne pas imposer le soin au patient s'il ne le souhaite pas. Le seul cas où on pourrait imposer un soin sans son accord, ce serait parce qu'il y aurait une urgence vitale et qu'il faut intervenir et, parce que la vie de la personne est en jeu. Encore que, on verra avec la question de la transfusion sanguine, c'est une question euh, qui peut faire l'objet de considérations différentes par le juge. Mais en soi, le principe est là.
le dialogue, d'expliquer, et si cela ne fonctionne pas, effectivement, le soin n'aura pas lieu. Comme pour tout à l'heure, sur la question du membre du personnel qui arbore un signe religieux, il faut d'abord privilégier le dialogue, et ensuite, dans le cas du personnel, si jamais le dialogue ne suffisait pas, ensuite, peut-être en arriver à une sanction disciplinaire, mais en tout cas, dans le cas du patient, quoi qu'il arrive, le soin ne pourrait pas être imposé, sauf cas particulier, et ça va nous permettre de développer la suite par rapport aux soins et à la liberté religieuse du patient. Alors là-dessus, les textes sont assez clairs, hein, que ce soit le Code de la santé publique ou la charte de la personne hospitalisée. Le patient a le droit au respect de ses croyances, il a le droit de participer et manifester son culte, toujours dans la limite de ne pas perturber le bon fonctionnement du service, de respecter l'ordre public, de respecter les règles relatives à la sécurité, la santé et l'hygiène est nécessaire dans le service. Et là-dessus, la charte de la personne hospitalisée affichée le prévoit que la personne doit être traitée avec égard et que ses croyances soient respectées. Donc ça, c'est des textes qui le prévoient de façon claire et explicite. Après, si on va creuser derrière les thématiques les plus représentatives sur la question du soin et du fait religieux, j'ai pris un exemple ici que l'on rencontre assez fréquemment. C'est le refus d'un ou d'une patiente d'être examinée par un professionnel du sexe opposé. Alors là, j'ai pris l'exemple d'une femme qui ne voudrait pas être examinée par un homme, mais ça pourrait être l'inverse, hein, ça pourrait se rencontrer. Alors, on pourrait avoir aussi quelqu'un qui ne veut pas être examiné par un homme pour des questions de pudeur, hein, ça peut s'entendre, mais en tout cas, on peut le rencontrer fréquemment pour des questions non seulement de pudeur, mais aussi de conviction religieuse. Donc, dans cette figure, on essaiera concrètement, sur le terrain, ils essaieront de trouver un professionnel du sexe concerné, du même sexe que le patient, pour pouvoir faciliter l'accès aux soins, mais ce n'est pas toujours possible. En fait, tout dépend des spécialités et des métiers. Si on est sur un tour de garde aux urgences et que le seul professionnel présent est du sexe opposé du patient, on ne pourra pas forcément trouver, et on n'a pas non plus, comment dire ça? On ne peut pas faire de discrimination à l'embauche pour avoir tel sexe en particulier. On ne pourra pas faire ça. Mais en tout cas, on proposera d'abord une compétence avant de proposer un sexe. C'est ça le plus important dans le service public. Si jamais le patient refuse malgré tout, on sera sur un refus de soins. Et je le développe juste un peu après. Parce que quand on parle de choix du praticien, le Code de la santé publique le dit très bien, tout patient a le droit de choisir son praticien. Après, dans les limites des compétences de chaque établissement, des autorisations qu'ils ont et des compétences techniques et organisationnelles qu'ils ont. Mais en soi, le principe est posé que le patient puisse le choisir librement. Il y a quand même quelques nuances puisque ça ne peut pas aller à l'encontre du tour de garde des médecins, notamment si c'est une situation d'urgence, de l'organisation du service, de la délivrance des soins et de l'organisation qui est mise en place dans l'établissement. Il y a quand même quelques nuances à. Et j'insiste aussi sur le fait que le fait de choisir le praticien, c'est le choix du patient. Ce n'est pas le choix de ses proches, du conjoint ou de la personne de confiance. Ça, on peut le rencontrer aussi en pratique. La personne de confiance, par exemple, qui est une personne, alors ça a été créé par la loi Kouchner et ce dispositif a été réformé en 2016 puis en 2024, mais si je résume, c'est une personne qui a le rôle de porter la volonté du patient, notamment s'il n'est plus en capacité de s'exprimer. Donc, quand le patient est en pleine capacité de s'exprimer et que le patient est capable de dire je veux tel praticien ou je ne veux pas tel praticien, il n'y a pas de raison qu'un tiers s'immisce et choisisse sa place. Mais c'est vrai que par des retours de terrain que j'ai de la part professionnelle, c'est pas si aisé que ça, en réalité. Tout dépend aussi des schémas, notamment conjugaux ou familiaux. Toujours est-il que si on a un refus réitéré, mais après avoir expliqué l'importance du soin et le fait que l'on soit contraint parce qu'on n'a que tel type de professionnel sur la spécialité demandée, il y aura une absence de soins et une avis médical où on aura bien détaillé les risques liés à la sortie. Il n'y a que s'il y a urgence vitale qu'on pourra intervenir coûte que coûte, mais en soi, on va respecter la liberté du patient, c'est un droit
de choisir son praticien et de refuser les soins éventuellement. Parce que je fais écho avec la partie d'avant sur le fait que là-dessus, les textes sont clairs qu'aucun acte médical, aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement éclairé de la personne. Donc ça, c'est le Code de la santé publique, ça date de la loi Kouchner qui le prévoit. Et quand on parle de consentement libre et éclairé, si on décompose un petit peu le terme, on parle d'un consentement qui n'est pas contraint, qui n'est pas imposé. Et éclairé, ça sous-entend qu'il y a une information complète, loyale, adaptée et qui a permis au patient d'avoir les tenants et aboutissants de la situation, de prendre sa décision en connaissance de cause. Donc ça veut dire qu'il a pris sa décision après avoir eu toutes les informations fournies par le praticien et après avoir le bilan avantage-inconvénient qui lui a été présenté par le praticien. Euh, pour autant, s'il refuse les soins et qu'il y a une situation, par exemple, de soins palliatifs qui se profile, le médecin ne peut pas dire je refuse les soins et je refuse aussi les soins palliatifs. Il a l'obligation de fournir ces soins-là. Donc le principe est de respecter l'autonomie du patient et aussi ça va avec la relation de confiance entre le soignant et le soigné, ce qui veut dire que la religion peut être un frein éventuellement. Tout pas des situations, mais ça peut être un frein. Il y a quand même quelques cas particuliers que j'ai nommés en bas de la diapo ici. Le cas du mineur, parce que quand on est mineur, donc moins de 18 ans, on est sous l'autorité parentale. Alors on peut avoir des cas particuliers avec l'aide sociale à l'enfance, un tiers digne de confiance, du pupille de l'État, mais si je prends l'exemple quelque peu classique d'avoir un ou deux titulaires de l'autorité parentale, c'est les titulaires de l'autorité parentale qui vont donner le consentement aux soins, sauf urgence vitale évidemment. Si il y a une situation où le mineur est en danger et que le refus des parents n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, à ce moment-là, on fait un signalement au procureur de la République qui lui va accorder les soins qui sont nécessaires, indispensables à la santé de l'enfant parce que ça compromet trop gravement sa santé. Donc, c'est des cas qui se sont déjà rencontrés. Et pour le cas du majeur sous tutelle, alors on a tout un éventail de modes de protection juridique allant de la sauvegarde de justice, différents types de curatelle et la tutelle également. Ne pouvant pas détailler chacun de ces modes de protection juridique, en tout cas sur le majeur sous tutelle, ce que je peux préciser tout de même, c'est que depuis 2019, depuis la loi du 23 mars 2019, le patient majeur sous tutelle, sur le principe, a la liberté de consentir ou non aux soins, selon sa capacité de discernement. Cela veut donc dire que selon le jugement qui a été rendu, selon sa capacité de discernement qui a été évaluée par le médecin expert, il va consentir ou non aux soins. Et s'il n'est pas en capacité, à défaut, ce sera le tuteur qui le représente qui, à ce moment-là, fera le consentement. Dans beaucoup d'établissements, j'entends beaucoup de praticiens dire ah oui, mais moi, si j'ai pas le consentement du tuteur, je ne fais pas l'acte. Et en fait, c'est plus exactement cette règle-là aujourd'hui. Tout dépend si la personne est en capacité ou pas de ce qui a été mis dans le jugement. Par- Là où ça ne nous aide pas, c'est que certains juges parfois ne l'écrivent pas dans les jugements non plus. Donc là, on est un peu en difficulté. Il faudra s'appuyer sur le médecin expert et le tuteur à défaut. Mais en tout cas, ce n'est plus systématiquement le tuteur. Après, tout dépend de la capacité du majeur. Donc voilà, c'était les quelques cas que je voulais vous présenter comme subtilité sur le refus de soins. Alors, un des cas les plus courants, du moins quand j'interviens en établissement, des questions qui reviennent souvent, c'est la question de la transfusion sanguine pour les témoins de Jéhovah. Donc, si on revient un petit peu à l'origine de l'origine, les témoins de Jéhovah, c'est une branche du protestantisme qui a une interprétation très stricte des textes, notamment l'Ancien Testament, et partant du principe que, selon l'interprétation des textes, ils ne vont pas accepter d'avoir une transfusion sanguine ou, je l'évoque à droite dans la diapo, des refus de dons de globules blancs, globules rouges, plaquettes, plasma, tout ce qui est produit dérivé du sang finalement. Et le texte, le premier que je vous mets en illustration, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang, ou encore le sang, c'est l'âme ou la vie de l'animal. Donc il y a un symbole
pour les témoins de Jéhovah à travers le sang qui fait qu'ils refusent d'avoir le sang d'un autre être humain. Alors, il y a quelques témoins de Jéhovah qui acceptent l'autotransfusion quand c'est possible de se, que son propre sang soit justement prélevé pour ensuite lui être éventuellement transfusé plus tard, si, notamment s'il y a une chirurgie programmée qui nécessite une transfusion. Après, ça dépendra des situations. Mais c'est vrai que ça fait des décennies que ça fait débat la question de la transfusion sanguine, notamment s'il y a une urgence vitale. Alors, faisons le point sur ça parce qu'il y a eu une évolution il y a peu de temps. Quid du refus de transfusion sanguine? Là-dessus, la jurisprudence depuis 2001 était assez claire, parce qu'il y avait eu quand même toute une évolution jurisprudentielle jusque dans les années 2000 sur la question de la responsabilité du médecin qui refusait ou qui imposait une transfusion sanguine. Et depuis 2001, c'était très clair. Si c'était indispensable à la survie du patient, qu'il n'y avait aucun autre moyen d'assurer sa survie, le médecin ne commettait pas d'erreur ni d'atteinte à la liberté fondamentale du consentement en réalisant une transfusion ou un soin sans l'accord du patient qui s'était opposé. Là-dessus, s'il y avait un pronostic vital engagé, ils étaient protégés. Et ça a été justement rappelé par la jurisprudence. Et depuis 2001, ça faisait assez peu l'objet de, de- de jurisprudence très fréquente. Il y en a eu quelques-unes, mais c'était assez anecdotique. La question se pose quand même parce que depuis la loi de 2016, la loi du 2 février 2016, la deuxième loi Leonetti-Claes sur la fin de vie, on a eu une définition du consentement et de l'autonomie, notamment des directives anticipées, qui ont été réécrites et qui pose le fait qu'on peut avoir une évolution possible de cette jurisprudence sur le principe de l'autonomie du patient si jamais il refuse dans ses directives anticipées d'avoir une transfusion, sachant que les directives anticipées est un document consulté quand la personne n'est plus en capacité de s'exprimer. Donc la question était hypothétique, mais elle se posait. Et alors là, nouveauté en 2024, septembre dernier, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'Espagne, l'État espagnol, pour avoir transfusé une patiente qui avait refusé. Alors, c'était une chirurgie programmée, mais on savait qu'il y avait un risque. Elle avait dit qu'elle ne voulait pas être transfusée si jamais la question se posait, qu'elle préférait mourir que d'accepter la transfusion. Et ça, c'est propre à ses convictions. Mais au moment où elle était dans un état critique, l'établissement, de peur qu'elle meure, en appel au procureur de la République espagnole, demande qu'est-ce que je fais, est-ce que je lui impose la transfusion ou pas, et le procureur accepte. Donc là, c'est le représentant de l'État qui avait accepté de mettre en place cette transfusion, et c'est l'État ainsi qui a été attaqué par la patiente. Alors après avoir fait tout le circuit interne de l'organisation judiciaire espagnole, la patiente en arrive après à la Cour européenne des droits de l'homme qui pose le principe que non, il aurait fallu la laisser mourir comme elle le souhaitait, comme elle l'avait dit auparavant. Donc, même si ça ne concerne pas une décision française, par extension, du fait que l'on soit soumis au niveau européen et notamment à la Convention européenne des droits de l'homme, ça voudrait dire que nous, on pourrait se retrouver dans la même situation. Donc il faut prendre cette décision très au sérieux parce que si un praticien impose cette transfusion sanguine à un patient témoin de Jéhovah, là, la CEDH est très claire sur le fait qu'il pourrait être condamné. Donc à voir si d'autres exemples de jurisprudence en France viennent, mais en tout cas, on a une réponse très claire à la CEDH qui nous sanctionnerait dans ce cas. Donc à voir si d'autres cas concrets remontent en justice. Voilà ce qu'il en était pour la question des témoins de Jéhovah. Autre sujet qui revient très souvent, c'est la question de l'alimentation. Question de l'alimentation, là j'ai pris un exemple concret. Vous avez un enfant hospitalisé qui mange seulement selon les préceptes de son culte. Comment on va gérer cette situation? Bon, bah déjà, il va falloir se référer à l'autorité parentale et par rapport au régime, mais aussi voir ce qui est compatible avec l'état de santé du patient et donc on va devoir adapter. Mais plus communément, comment on gère l'alimentation en milieu de soins, surtout qu'on a une sphère collective avec une notion de marché public, dont les fournisseurs, etc. Donc on n'a pas toujours une marge de manœuvre très, très,
très très développée. Alors en général, on recueille les habitudes alimentaires à l'entrée, à l'admission, que ce soit en sanitaire ou en médico-social. On essaye de se conformer au maximum aux habitudes alimentaires de la personne, que ce soit pour des questions religieuses ou pas, juste des questions de goût. Cependant, et à la question du port qui revient très souvent, ce qui n'est pas une vraie difficulté finalement d'après les établissements parce que ils vont remplacer par d'autres types de viande ou par un repas végétarien, remplacé par des œufs, du poisson, donc on trouve des substituts assez aisément. C'est le cas du jeûne qui est un petit peu plus compliqué parce que le jeûne peut affaiblir la personne qui est déjà en vulnérabilité du fait qu'elle soit accompagnée éventuellement malade. Donc, ce que je recommande dans ces cas-là en service, si la personne coûte que coûte veut pratiquer le jeûne, c'est de tracer les risques liés à la pratique du jeûne. Peut-être rappeler aussi l'aumônier pour discuter de cette question-là, parce que la plupart des religions, notamment les religions monothéistes, hein, quand on parle des chrétiens, des juifs ou encore des musulmans, les trois cultes disent bien que si on est malade, le jeûne, on en est dispensé, hein. Parce que vous êtes faible, vous avez le droit de vous nourrir. Donc c'est pour ça que l'aumônier peut être une grande aide pour les personnes dans ces cas-là. Sur la question de l'alimentation, il y avait des cas particuliers que je voulais évoquer avec vous. La question de l'apport extérieur. On a très souvent des familles qui apportent à manger, alors soit des choses qui sont achetées dans le commerce, ou encore des repas préparés traditionnels à la maison. Ça, le Code de la santé publique, normalement, l'interdit. Normalement, on ne devrait pas accepter, pour des questions de risque d'intoxication alimentaire et d'engagement à la responsabilité de l'établissement, on ne devrait pas accepter les aliments extérieurs. Pourtant, euh, comment dire, la pratique du terrain, ben, de ce que je vois moi dans nombre d'établissements, beaucoup tolèrent. Beaucoup tolèrent à condition de ne pas stocker dans leur frigo ou de ne pas réchauffer. Beaucoup acceptent malgré tout pour que le patient continue à se nourrir, mais ça, c'est vraiment une tolérance et c'est pas une règle qui fait partie du cadre juridique. Autre chose encore vis-à-vis des médicaments. Alors, c'est relativement peu connu, mais il y a des cultes qui peuvent refuser des médicaments selon la couleur des médicaments. Je pense particulièrement à certaines communautés d'Asie ou d'Afrique, notamment animistes, parce que dans certaines contrées d'Asie ou d'Afrique, le blanc est considéré comme la couleur du deuil. Et je prends l'exemple de l'Inde, à titre d'illustration. Et comme les médicaments sont très souvent, en grande majorité blancs, ça peut ne pas être accepté. Alors après, c'est pas une problématique qui revient très souvent à mes oreilles, à force de faire les établissements, mais en tout cas, ça peut marginalement se rencontrer. Ça peut. Question aussi de la composition des médicaments, et notamment la question des substances animales dans les médicaments, et revient souvent la question de composants porcins, notamment pour les personnes qui seraient du culte hébraïque ou musulmans qui ne consomment pas de porc. Alors là, on est un peu en difficulté parce que autant les fabricants de médicaments ont l'obligation d'écrire les risques ou encore les effets indésirables liés à la prise du médicament, autant la réglementation ne leur impose pas de mettre dans les notices tout ce qui est substance animale. Donc là-dessus, comme la réglementation ne prévoit pas, ben, ils ne le mettent pas. Donc là-dessus, on est bien en difficulté. Mais en tout cas, la question, c'est surtout vu pour des valves de cœur. Ça, c'est surtout vu pour des questions cardiaques. Et le temps en passant, on a trouvé d'autres substituts pour ne pas utiliser d'éléments porcins pour les patients qui le refuseraient. On a trouvé d'autres solutions depuis. Et la technologie nous a aidés en ce sens. Donc ça montre bien que c'est un jeu d'équilibriste et d'adaptation pour avoir une approche personnalisée selon les besoins, respectueuse, mais tout en garantissant la qualité des soins. C'est des choses que l'on constate au fur et à mesure, mais les équipes s'y prêtent bien en tout cas à s'adapter. Ils sont assez vigilants sur ces questions-là. Se pose aussi, et là ça va faire écho à la question de Marc, la pratique du culte. Est-ce que je peux pratiquer, prier dans ma chambre? Est-ce que je peux avoir les objets religieux de mon choix? Je me souviens de la question de Marc de tout à l'heure. Eh bien oui, puisque la chambre est un espace privé, la chambre est un espace privé, et ça c'est reconnu par la jurisprudence depuis 1986. Ça veut donc dire que
vous avez votre espace à vous, espace d'intimité, et que vous pouvez y réaliser le culte de votre choix, avoir les objets du culte de votre choix, dès lors que ça ne gêne pas la sécurité, l'hygiène, le bon fonctionnement du service, et que ça ne gêne pas non plus les autres patients. Je pense notamment à la question de la chambre double. Vous prenez le cas particulièrement... alors c'est un exemple de jurisprudence qui me vient à l'esprit. Vous aviez un patient qui était en chambre double et qui était musulman, qui faisait ses 5 prières par jour. Jusque-là, pas de difficulté. Sauf qu'il y en a une qui est très très tôt le matin, ou tard dans la nuit, comme vous voulez. Et donc il allumait la grande lumière de la chambre, prenait son tapis, il faisait sa prière et réveillait donc son voisin de chambre, qui était très importuné par ça. Pas par le fait qu'il prie, mais par le fait d'être réveillé la nuit, finalement. C'était pas le culte en lui-même qui le gênait. Et les équipes voyaient bien que ça amenait de la tension entre les deux patients, a proposé qu'il aille éventuellement prier dans le couloir, ce qui normalement n'est pas autorisé, pas dans les lieux communs, mais ils avaient voulu faire une tolérance. Bon, c'est la nuit, il n'y a pas de passage, il n'y a pas de visite. Euh, si vous voulez, on peut s'arranger. Ou alors de vous accompagner au lieu de culte de l'établissement. Le patient n'était pas favorable à cette solution-là, si bien que, pouvoir de police du directeur d'établissement, il a fait une sortie disciplinaire parce que le patient n'a pas respecté finalement la tranquillité de son voisin de chambre. Alors on aurait pu très bien dire aussi, on aurait pu mettre en chambre seule, mais là en l'occurrence, il n'y avait pas de chambre seule dans cet établissement-là. Et le patient avait remis en cause la sortie disciplinaire, mais c'est un pouvoir de police qui appartient à l'établissement. Donc ça montre bien que la pratique du culte, elle peut être faite avec des objets. Mais après, faut-il que les objets respectent aussi la sécurité? Je pense particulièrement à la question des bougies. Avec le risque d'incendie, ça, c'est pas un objet qui va être accepté aisément, surtout avec les présences d'oxygène, etc. Non, ça va être très largement refusé. Est-ce que je peux prendre une question dans le chat, Anne-Sophie, s'il Bien vous plaît? sûr, Marc se questionne, enfin, il veut être bien sûr par rapport à ce que vous dites. d'accord. Euh, donc, une patiente peut donc porter un niqab ou une burqa dissimulant son visage dans sa chambre individuelle, mais pas dans le couloir ou toute autre partie de l'établissement de santé où la loi de 2010 s'applique. Est-ce que c'est bien Moi, ce que ça? j'aime bien dans les questions de Marc, c'est qu'il anticipe ce que je vais évoquer après. Donc, c'est- c'est top. Bon, je vais pas le laisser sans réponse, mais on va y revenir. Dans la chambre, oui. Alors, il faut qu'on précise quand même ce que sont niqab et burqa. On est sur des vêtements qui couvrent tout le corps de la personne et qui vont cacher le visage tout ou partie, puisqu'on peut avoir aussi une partie où les yeux sont visibles seulement. En soi, dans la chambre, c'est pas un problème parce que c'est son espace privé. Dans le couloir ou dans les locaux de l'établissement, non. Parce que, effectivement, la loi de 2010, que l'on va voir dans quelques minutes, interdit la dissimulation du visage. En revanche, il y a une autre question. Si elle le porte dans sa chambre, ça, elle en a le droit. Mais si jamais il y a un soin par un professionnel, il va falloir qu'elle se découvre pour l'identito-vigilance. C'est-à-dire que chaque professionnel doit s'assurer qu'il a bien le bon patient en face de lui pour les professionnels de santé qui seraient éventuellement avec nous, on parle toujours de la règle des 5 B, c'est-à-dire avoir le bon patient, la bonne voie, le bon médicament, au bon moment, le bon dosage euh, qui va être vérifié. Et donc, il faut vérifier nom, prénom, date de naissance. Et éventuellement, enfin, c'est pas éventuellement, c'est aussi découvrir le visage. Donc, au moment des réalisations des soins, il faudra que la patiente se découvre, au moins pour s'assurer que c'est bien cette personne-là. En plus, il y a le port du bracelet qui va corroborer ça. Donc voilà, j'ai voulu pas laisser Marc dans l'attente, mais en plus, on va le voir dans quelques secondes. Est-ce qu'il y avait d'autres C'est besoins? c'est bon pour le moment. Merci, Anne-Sophie. D'accord. Dans ce cas, je poursuis avec la question de la manifestation de la croyance. Vraiment, Marc et moi, on n'était pas en cheville, hein, on n'était pas au courant l'un comme l'autre des sujets que j'allais aborder. Il fait la locomotive pour que je puisse aborder les sujets. Alors, tout à l'heure, je vous avais mis comment dire, la petite activité sur la patiente qui couvre son cou. C'est une illustration et ça me permettait d'ouvrir la porte sur la question du port de signes religieux. Les patients peuvent porter tous les signes religieux qu'ils souhaitent. Et ça peut être ostentatoire.
Parce que très souvent, on fait une confusion avec la loi de 2004 à l'école, qui autorise les signes discrets, mais pas les signes ostentatoires, et ça ne s'applique que à l'école. Ça ne s'applique pas dans l'espace public, ni dans le milieu hospitalier. Donc, votre patient a le droit d'avoir le signe religieux de son choix, une énorme croix, que sais-je, et dont un foulard religieux. Par contre, c'est là où j'en arrivais à ce que j'évoquais tout à l'heure. Vous me recevez toujours? Parce que je vois de mon côté que la connexion était instable. Non, tout va bien? Ok, super. Par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, la loi de 2010, justement, interdit la dissimulation du visage. Et ça, c'est dans l'espace public en général et pas forcément par un signe religieux. Ça peut être une cagoule, un casque. Voilà, c'est pour des questions de sécurité, notamment prévention du terrorisme. La dissimulation du visage est interdite. Donc là, ça fait clairement le lien avec la question de Marc tout à l'heure. Pas dans les espaces publics, pas dans les couloirs, pas dans le hall, dans la chambre, dans l'espace privatif, oui, mais il faudra se prêter quand même aux soins. Et ça fait écho à la patiente qui refusait qu'on examine son cou si c'est nécessaire aux soins, ou alors le soin n'aura pas lieu. Les professionnels peuvent s'adapter, mais bon, il y a parfois où des situations où on est obligé de dénuder le corps pour pouvoir l'examiner, pour des questions de sécurité et diagnostic. C'est pour ça justement que sur la question du voile, c'est en tout cas le visage intégralement caché qui lui sera prohibé dans le lieu public. J'espère que Marc aura eu une réponse claire, au moins par rapport à sa question tout à l'heure. Et parmi les derniers points que je voulais évoquer avec vous, c'est la question du prosélytisme. On l'avait déjà évoqué tout à l'heure pour les professionnels qui ne devaient pas influencer, mais à l'inverse, le patient non plus. Le patient n'a pas à essayer de tenter de convertir autrui à sa religion. Pourquoi? Parce qu'on est sur une neutralité du service public, parce que les usagers sont plus particulièrement vulnérables et pourraient être enclins à suivre sans qu'ils soient volontaires pour autant. Donc ça, le prosélytisme fait partie des deux côtés, que ce soit sur le volet professionnel que usager. Alors, parmi les cas particuliers que je ne pourrais pas développer énormément avec vous, mais que je voulais au moins citer, des cas particuliers que l'on retrouve en situation de soins, c'est la question d'un certificat de virginité ou d'effloration. Alors, certains professionnels, notamment médecins, peuvent avoir une demande, notamment de famille ou de jeunes filles, d'un certificat de virginité avant un mariage. Alors ça, le Conseil de l'ordre le proscrit et les textes non plus ne l'autorisent pas parce qu'on considère que c'est une atteinte à la vie privée de la femme, qu'elle a tout à fait le droit de disposer comme elle le souhaite de son corps et qu'on n'a pas à attester de sa virginité ou non. Après, on a des médecins qui sont plutôt euh, tolérants, aidants, parce qu'ils savent très bien qu'il y a un contexte culturel qui est particulier, qui veut éviter que la jeune fille soit en difficulté vis-à-vis de sa famille ou de son éventuelle belle famille, et accepte malgré tout. Mais en soi, c'est considéré comme une atteinte à la vie privée. On a encore la demande de circoncision pour motif non médical. Alors, ça peut être à l'initiative d'un adulte ou de parents vis-à-vis de leur enfant pour des motifs religieux, une circoncision rituelle qui serait faite à ce moment-là dans le milieu hospitalier. Pourquoi pas? Ça se fait très très régulièrement, hein. En revanche, c'est considéré comme de la chirurgie esthétique et ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. C'est aux frais ou du patient ou de la famille, si c'est les parents pour un enfant, par exemple. D'ailleurs, certains médecins mettent des limites par rapport à l'âge de l'enfant, généralement pas avant 3 ans. Après, ce sera médecin dépendant, mais en général, c'est pas avant 3 ans. Et il y a des contrôles réguliers de la part de la sécurité sociale pour des fraudes, c'est-à-dire que on peut médicalement dire que c'était un phimosis, c'est-à-dire que le frein est trop court, c'est une affection chez petit garçon, comme quoi il ne peut pas décaloter, il ne peut pas faire les soins d'hygiène. Et parfois, les médecins disent qu'il y a un phimosis et après font une circoncision pour motif non médical. Il faut être très très prudent avec ça parce que comment dire, les organismes de sécurité sociale font la chasse aux fraudes à la circoncision rituelle déguisée finalement. Autre cas particulier, c'est l'excision. L'excision qui, elle, est une pratique qui est couramment répandue, notamment en Afrique, qui est plutôt culturelle que religieuse.
qui est une pratique où effectivement on va retirer le clitoris et coudre les petites et grandes lèvres chez la petite fille ou jeune fille, et ce qui est évidemment interdit en France parce que c'est une mutilation sexuelle. La difficulté, c'est qu'on peut le savoir malheureusement trop tard. Alors on doit faire un signalement quand c'est constaté chez une jeune fille euh, pour, euh, pour sévices sexuels sur mineurs. Euh, Parce qu'il est parfois difficile d'anticiper un voyage retour au pays où ça pourrait avoir lieu. Et puis si elle est adulte, elle peut elle-même porter plainte, mais malheureusement le mal est déjà fait dans ces cas-là. Alors beaucoup de pays africains l'ont interdit, mais ça se pratique parce que c'est très ancré dans la culture. On a encore l'hyménéoplastie, c'est la réfection de l'hymen pour une personne qui ne serait plus vierge et qui voudrait reconstruire sa virginité en reconduisant, une reconstruction de l'hymen. Ça c'est pareil, c'est considéré comme un acte de chirurgie plastique. On a encore la stérilisation. Alors la stérilisation, ça en revanche, c'est quand même très très cadré aujourd'hui. Alors autant chez un homme que chez une femme, ça se fait avec des délais de réflexion dans le temps. J'insiste sur le fait que le consentement du conjoint n'est pas requis, parce que c'est souvent ce qui est communément cru, c'est une idée fausse. Le consentement du conjoint n'est pas nécessaire. Et puis chez la personne en situation de handicap, notamment, il y a toute une procédure particulière avec juge et tutelle et aussi avec un conseil composé de professionnels et de représentants des associations de personnes en situation de handicap. Et le dernier point, qui en plus est récent dans le temps, que c'était d'autant plus intéressant de vous en parler, c'est la loi sur les dérives sectaires dans le soin. Elle a un peu plus d'un an aujourd'hui, la loi du 10 mai 2024, qui pose le principe que euh, si vous avez un professionnel de santé ou thérapeute qui va inciter le patient à abandonner la médecine conventionnelle pour ne réaliser que le soin alternatif, et qui a une emprise avec notamment une question financière, eh bien, à ce moment-là, le professionnel de santé doit faire un signalement au procureur de la République. Alors, surtout, je mesure mes propos. Je ne suis pas en train de dire que les médecines alternatives sont des dérives sectaires, surtout pas. Ce qui est dangereux, c'est quand un professionnel dit arrêtez tout soin conventionnel et faites que le mien. Je pense à un cas particulier qui a été dans le sud de la France. Le thérapeute, qui a une chaîne YouTube d'ailleurs, disait si vous mangez enfin, si vous faites mon régime crudivore, mangez que des légumes crus et du bouillon, vous allez guérir du cancer. Donc, on a eu beaucoup de décès suite à cela. Donc, voilà, il faut être plutôt prudent sur la question des dérives sectaires. Donc, on a aujourd'hui un délit sur le fait d'inciter à abandonner les soins conventionnels, aggravé si c'est vis-à-vis d'une famille avec des enfants et qu'on intègre les enfants dans la secte. Et avec aussi un délai de prescription qui a été rallongé pour les enfants qui étaient intégrés dans ces sectes pour qu'à l'âge adulte, ils puissent porter plainte avec un délai un peu plus long. Je pourrais développer encore, mais je pense qu'il va falloir que j'en arrive à conclure parce que le temps passe à une vitesse folle. Et voilà en tout cas les principaux points que je voulais partager avec vous sur autant le volet des professionnels que le volet des usagers du service public vis-à-vis de la laïcité.